Doit-on craindre un nouvel embrasement de la Côte d'Ivoire? Personne ne le souhaite, mais pourtant, à moins de 6 mois de l'élection présidentielle prévue pour octobre prochain, la scène politique ivoirienne traverse une période de turbulence marquée par des contestations autour de la Commission électorale indépendante, la CEI. Un climat délétère de fortes tensions qui n'est pas sans rappeler de tristes souvenirs qui ont embrasé la Côte d'Ivoire dans la décennie 2000. Au regard des mouvements d'humeur, de la montée des tensions, on en arrive à se poser la question de savoir, existe-t-il une malédiction des élections en Côte d'Ivoire? Si elle existe, il faudrait peut-être la conjurer de suite pour ne pas retomber dans les tragédies et les drames connus dans le passé récent. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Vrai, la nouvelle tribune d'Afromédia qui s'est donnée pour mission d'évoquer, de parler, de débattre en toute liberté, sans tabou, de toutes les convulsions de notre planète. Un regard africain sans concession sur le monde. Alors, existe-t-il une malédiction des élections en Côte d'Ivoire? C'est le thème de notre plateau aujourd'hui, avec plusieurs invités, acteurs et observateurs de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. D'abord, Madame Salomé Meyers-Naem, représentante à Paris du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Bonjour Madame Meyers-Naem. Bonjour. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Second invité de ce plateau consacré aux élections en Côte d'Ivoire, Tiekoura Diaby, délégué du RHDP chargé de l'organisation, de l'implantation et des adhésions du parti au niveau de la diaspora. Le RHDP étant la coalition des partis au pouvoir. Bonjour Monsieur Diaby. Bonjour Monsieur Foka. Merci d'être là. Bonjour aux autres invités. Notre troisième invité est Monsieur Oguinar Sea, membre du bureau politique du PDCI-RDA. Bonjour Monsieur Sea. Merci. Bonjour aux autres invités. Merci d'être là. Théophile Kouamouo, journaliste à une chaîne de télévision indépendante, le Média TV, est notre quatrième invité. Il faut dire que Théophile Kouamouo connaît bien le paysage politique ivoirien, puisqu'il y a été pendant plusieurs années le correspondant sur place du quotidien Le Monde. Il a vécu de l'intérieur les moments de braise des années 2000. Il anime sur la chaîne Le Média TV plusieurs rendez-vous. Bonjour Théophile Kouamouo. Bonjour Alain. Merci d'être là. Alors, encore une fois, tout le monde tremble en Côte d'Ivoire. On a les oreilles tournées, les yeux et les oreilles tendues, tournés vers la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut craindre un nouvel embrasement de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on a eu l'habitude, dès que les élections approchent, des montées de tension qui sont parfois mal terminées. Je veux commencer par Théophile. Théophile, est-ce qu'on doit avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, il faut avoir peur. Les élections sont périlleuses en Côte d'Ivoire depuis très longtemps, depuis la mort d'Houphouët-Boigny. En 1995, il y a eu ce qu'on appelait le boycott actif, avec son lot de destruction. D'ailleurs, il y avait une chanson d'Alpha Blondy qui évoquait les villes où le sang avait coulé, Guibéroa, Gagnoa, Odiéné, Djokwe, etc. C'est une chanson qui s'appelait Course au pouvoir. Course au pouvoir. En 1995, en 2000... Élection organisée par le président Henri Konan Bédié. En 2000, les élections se sont également mal passées. En réalité, les élections étaient suivies par une révolte populaire, une révolution démocratique. Sanglante. Qui a amené Laurent Gbagbo au pouvoir. Et dès le lendemain de la chute du régime militaire, il y a eu un affrontement entre les anciens partenaires de ce qu'on appelait le Front républicain, le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR d'Alassane Ouattara. Et ces événements d'octobre 2000 n'étaient que la préfiguration, le commencement des douleurs, la préfiguration et le commencement de ce qui allait être la guerre de 2002 à 2011. Et puis les élections de 2010, une fois, ont amené une guerre avec au moins 3000 morts, mais c'est plus proche de 10 000 en réalité. Élections qui ont installé le président Alassane Ouattara au pouvoir. C'est pas l'élection qui a installé le... Élections au bout desquelles il est arrivé au pouvoir, grâce aussi au soutien de l'armée française, au soutien militaire. C'est une guerre une guerre post-électorale dont il est sorti victorieux. Et en 2015, ça s'est un peu mieux passé parce qu'il n'y avait pas de combat. Faute de combattants, l'élection s'est plutôt bien passée. En 2020, rebelote, le sang a coulé. Le sang a coulé à nouveau puisqu'il y avait un troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara dans des conditions un peu ça veut dire qu'il y a une causalité commune, c'est-à-dire que c'est un problème systémique en Côte d'Ivoire. Et ce problème systémique n'a pas été réglé par l'ONUCI, par toutes les bonnes fées qui s'étaient penchées mais en quoi cette élection ressemble à toutes celles que vous venez d'évoquer aujourd'hui? Alors, ce qui est vraiment la caractéristique commune de toutes ces élections, c'est la contestation de la règle du jeu. La contestation de la règle du jeu, premièrement, et la tentation de l'exclusion, deuxièmement.
contestation de la règle du jeu, c'est-à-dire une commission électorale qui est maudite depuis 2010, parce que cette commission électorale a précipité la Côte d'Ivoire dans la guerre, mais elle n'a jamais changé dans sa structure. C'est toujours une commission électorale des partis politiques, contrôlée hier par les partis d'opposition, aujourd'hui par le parti au pouvoir, une commission électorale incapable de faire une liste électorale potable, avec tout ce qu'on voit comme... Alors, l'opposition peut-être exagère, mais dans les faits, il y a de gros problèmes de liste électorale, de gros problèmes de fraude électorale en Côte d'Ivoire de manière systématique, de gros problèmes de nettoyage, de présence de morts sur la liste électorale, de présence de personnes qui n'ont pas à y être. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la tentation de l'exclusion. On rencontre ça un peu partout sur le continent, à la limite. Mais la tentation de l'exclusion s'y ajoute. En 2000, Ouattara, en 2025, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo. Tidjane Thiam, c'est une tentation, mais dans les faits, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sont déjà exclus. Il y a trois exclus, trois grands exclus. Règle du jeu contestée, tentation de l'exclusion. Ce sont les deux facteurs communs à quasiment tous les scrutins ivoiriens. Quand vous avez commencé à parler, j'ai vu M. Diaby qui prenait des notes déjà, qui allait dénoncer ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir, M. Diaby? Je pense que l'approche des élections présidentielles dans tout pays dans le monde, on assiste à une montée des tensions. C'est normal parce que dans tout pays, pas le même type de tension. Mais même en France, ça arrive. C'est parce qu'ici, on n'arrive pas à un certain niveau de violence. Sinon, c'est un moment charnière de la vie d'une nation où il s'agit de diriger le pays et d'avoir le pouvoir d'État. Donc, il est normal qu'il y ait des poussées de tension. Mais après, il faudrait qu'on arrive à contrôler cela. Et c'est le rôle régalien de l'État. Et la commission électorale dont parlait M. Kwamra tout à l'heure est l'émanation de toutes les structures, de toutes les forces politiques. Et quand il parlait tout à l'heure de la liste électorale, elle est issue de la fusion de la liste grise, de la liste blanche, et puis de celle de 1995, je crois, pour former une liste électorale unique. Cette liste électorale unique, elle a été compulsée par tous les acteurs, tant au moment du FPI au pouvoir, qui, ensemble, avec toutes les partis politiques, toutes les parties prenantes, sont arrivés à une liste électorale comprenant environ 5 millions d'électeurs. Mais pourquoi, d'après vous, si c'est si bien fait, il y a cette contestation? D'où vient la contestation, alors, si cette liste, d'après vous, est acceptable? Je vais rebondir. La liste de 5 millions et quelques d'électeurs qui a été acceptée par tous en 2010, c'est le FPI qui était au pouvoir. Ils n'ont pas contesté cette liste-là quand au premier tour, ils sont arrivés vainqueurs. C'est le FPI. La liste n'a pas été contestée. On était à 5 millions et quelques. Ils sont arrivés au premier tour vainqueurs. Personne n'a rien dit. Mais c'est au deuxième tour, quand ils ont perdu les élections, que les contestations ont commencé à venir. Je continuerai tout à l'heure. J'ai vu la réaction tout de suite. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est le même scénario qui se répète à chaque élection. Chaque 5 ans, c'est les mêmes comportements, les mêmes justifications, les mêmes argumentations qui, au final, aboutissent à la mort de nombreux de nos concitoyens. Alors, nous sommes à 6 mois des élections. Les acteurs n'arrivent pas à s'accorder. Et là, on n'est même pas encore dans le fond du débat. On n'est pas encore sur la procédure de validation du résultat ou des choses un peu plus élaborées intellectuellement. On est à discuter sur une base de données. Une base de données, c'est qu'il y a de plus basique. S'accorder sur une base de données. Mais moi, vous me donnez la commission aujourd'hui. Si quelqu'un, un seul opposant ou quelqu'un conteste la base de données, je convoque une conférence de presse dans la foulée. Je demande aux différentes parties prenantes de faire venir leurs informaticiens et puis on met tout à plat. Le cadavre qu'ils ont repéré dans le placard, celui qui l'a repéré, il va le débusquer. Une base de données, il n'y a rien de plus scientifique, de plus simple à éplucher et à analyser. Mais si nous en sommes à discuter de ça, ça montre comment les Ivoiriens, nous sommes toujours dans cet éternel recommencement. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. On va mettre les pieds dans le plat. Avant d'arriver à vous, on va mettre les pieds dans le plat. Lorsque l'on regarde tout ça, on peut dire ce qu'on veut. On se dit, ça cache un projet politique clair. Parce que le président Alassane Ouattara est aux affaires. S'il doit partir, il faudrait peut-être qu'il organise des élections transparentes pour s'en aller et aller proprement après avoir été au pouvoir pendant 3 mandats. Est-ce que ceci ne signifie pas tout simplement qu'il va être candidat
et que pour l'instant, on exclut les potentielles personnes qui pourraient être une gêne pour lui, est-ce qu'il sera candidat? Bon, D'après vous? Sinon, comment expliquer tout ceci? Le président Ouattara est le maître des horloges. C'est lui qui décidera s'il sera candidat ou pas. Mon Dieu. Et donc, il y a un congrès qui se tiendra pendant le mois de juin. On aura la latitude de l'écouter. Il dira sa position. Et il a dit aussi qu'il y a une demi-douzaine de potentiels candidats. Donc, on attend tous sa décision. Ah, en attendant sa décision, est-ce que vous trouvez normal ce qui est en train de se passer avec ces exclusions? J'arrive. Prenons le cas de Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, monsieur Kouamouao et mon frère du PDCI parlaient de... Monsieur Seya parlait des morts et consorts. Mais c'est la crise post-électorale de 2010. C'est ce qui a envoyé monsieur Gbagbo à la CPI. C'est ce qui a envoyé... Mais il a été acquitté. J'arrive. C'est ce qui a aussi envoyé M. Blé Gouda à la CPI. Mais vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire. Nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous savions dans les faits qui est-ce qui est responsable de quoi que ce soit. Mais s'ils sont arrivés devant la justice internationale, la justice internationale, elle veut des faits. Si un tel est accusé de ceci... Vous êtes en train de mettre en cause la juridiction. Je ne remets pas en cause. Je suis en train de vous dire qu'il faut des faits précis. Ou des témoins de faits. Ou des témoins de faits. Il y en a 82. Arrivé, tout ce qui a été dit, on sait pertinemment ce qui s'est passé. Donc, on ne va pas revenir. Il a été acquitté. Cela va de soi. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, il y a un jugement qui le condamne, aussi bien que Charles Blé Goudé. Donc, de facto, de façon judiciaire, il y a un empêchement de s'inscrire sur la liste électorale. Cela va de soi. Maintenant, pour concerner le cas de M. Tidiane Thiam, à preuve du contraire, M. Thiam n'est pas exclu, à ce que je sache. M. Thiam, les recours qui ont été déposés contre M. Thiam, la commission électorale indépendante qu'on dit Christan, a dit qu'il n'y avait aucun problème pour que M. Thiam soit sur la liste électorale. Les plaignants contre M. Thiam sont allés en justice. Donc, le résultat, c'est pour bientôt. Donc, ne préjugeons pas de ce qui va se passer. Madame Naïm, je vous vois trépigner quand vous écoutez ça. Oui, alors, parce que je pense que Théophile Kouamouo a pris le sujet par le bon bout. Il est très important de rappeler dans notre jeune nation, qui a 65 ans, très très jeune, que l'histoire a commencé par 25 années de candidats uniques, parti unique. D'accord ? Donc nous avons commencé notre démocratie au sein de la nation avec une parodie d'élections. Ce n'était pas des élections, puisque vous avez un parti unique, un candidat unique. Donc nous avons 25 ans. Donc 25 ans, c'est assez long. Hein. C'est comme si demain, vous avez un jeune enfant, vous le laissez assis pendant 25 ans, puis tout d'un coup, à 25 ans, vous le mettez debout, hop, marche. Il va s'écrouler. Donc nous sommes partis de façon très handicapante pour le sujet des élections. Nous n'avons pas appris à respecter le corps électoral. Nous n'avons pas appris à respecter nos citoyens. Parce qu'en réalité, quand vous faites des élections avec un parti unique, candidat unique, vous n'avez pas envie d'avoir l'avis de vos citoyens. Puisque vous êtes le seul candidat, vous serez élu, donc l'élection est totalement fictive. Et nous sommes toujours dans cette problématique. Vous voulez dire qu'on a toujours l'esprit Nous sommes toujours dans unique. cette incapacité à donner la parole au peuple. Dans les élections, vous l'avez dit, vous avez dit, dans tous les pays du monde, il y a des tensions en année électorale. Pas du tout. Pas du tout. L'année électorale, c'est normalement un moment de débat vif, un moment d'engagement citoyen, un moment où effectivement ça peut être plus ou moins agité selon la nature des débats et des partis en présence, mais c'est un moment normalement d'extrême engagement du débat citoyen et du débat public. On n'y est pas en Côte d'Ivoire. On n'y est pas du tout parce qu'on ne veut pas donner la parole aux citoyens. C'est là le fond du sujet. Tant qu'on n'acceptera pas de donner la parole au peuple, de dire que le matin de l'élection, le matin du 25 octobre, celui qui est candidat, qu'il soit le président sortant,
qui se représente ou pas, ou que ce soit quelqu'un de son camp qui se représente, ou les autres candidats, ne peuvent pas savoir le matin à 8h, lorsque les bureaux de vote sont ouverts, quel sera son sort le soir, c'est-à-dire est-ce qu'il est au second tour ou pas, et à quel niveau. Tant qu'on ne sera pas dans cette configuration, on ne pourra pas parler d'élection. Moi, c'est ce que j'observe. Et c'est ce que nous observons depuis un certain nombre d'années. Voilà pourquoi nous sommes dans une situation où la commission électorale indépendante ne l'est pas indépendante. La liste électorale, c'est une tragédie. Alors pour vous comme aujourd'hui, je ne vais pas être trop longue, mais comme disait Monsieur C.A., une liste électorale, enfin, quand même. C'est la liste des électeurs, c'est la liste, normalement, une liste électorale, ça doit sortir, être abondé en premier lieu par l'état civil, et tous les ans, on y rajoute les nouveaux majeurs. Voilà, c'est simple, c'est pas... Et Monsieur Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, a eu maintenant 15 années, pour remettre sur pied l'état civil qui avait été détruit par la rébellion, et pour remettre d'un point... Pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? Parce qu'on ne veut pas donner la parole au peuple. On ne veut pas donner la parole au peuple. Je regrette, je regrette fondamment M. Foucault. Je ne veux pas laisser notre sœur du PPACI tenir ce genre de discours. Parce que quand elle parle de savoir qui va être élu à la fin, au soir des élections, peut-être qu'elle fait référence à 2010. Sinon, quand on a une liste électorale, je reviens là-dessus, qui a été mise en place dans des conditions, je dis bien, je ne dis pas particulières. Il y a eu des audiences foraines. Il y a eu l'établissement de jugements supplétifs pour tous les Ivoiriens qui n'avaient pas de pièces. Ils ont couplé cela avec la confection des cartes nationales d'identité pour qu'on obtienne une liste électorale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à près de 5 millions de personnes. Au-delà de cela, chaque année, on va être très factuel, au moins, on va dire chaque élection présidentielle, il y a une révision de la liste électorale qui est faite. Mais ce que nous avons constaté, c'est que quand on fait appel à ces personnes-là pour venir s'inscrire sur la liste électorale, le FPI d'alors, qui est actuellement le PPACI, ne convoquait pas ses militants à aller s'inscrire. Ils boycottaient systématiquement l'inscription sur la liste électorale. Mais après, si pendant près de 15 ans ou 20 ans, vous avez boycotté l'élément principal qui vous permet de donner la parole au peuple, comme elle le dit, vous ne le faites pas. Vous restez chez vous. Vous boycottez, vous cassez les urnes, vous cassez le matériel dictatiel qui doit permettre l'inscription sur la liste électorale. Mais comment vous voulez, in fine, après dire qu'on ne donne pas la parole au peuple? Monsieur Laurent Gbagbo n'est pas le peuple. Le peuple, j'arrive, je ne vais pas être trompé. Rapidement, parce qu'on ne peut pas vous donner la parole sur toute la longueur. longueur. Donc, M. Laurent Gbagbo n'est pas le peuple. Le peuple, c'est quand on dit qu'il y a une révision électorale, tout le monde vient, tout le monde s'inscrit. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de plateaux télé où l'opposition peut s'exprimer. Et vous êtes auto-exclu de ces plateaux télé pour que vous puissiez parler. Donc, vous ne venez pas accuser le RHDP de quoi que ce soit. Je suis désolé. Monsieur Séa. Moi, je voudrais réagir un peu quand même, parce qu'il faut essayer de... Comme l'a bien évoqué M. Kouamo, il a fait l'historique de toutes les crises que nous avons traversées. À chaque contexte et à chaque décennie, il y a des raisons qui expliquent notre difficulté à organiser un jeu démocratique transparent. Dans les années 70, on peut dire que c'était des raisons qui étaient beaucoup plus extérieures aux pays externes, qui étaient liées au contexte géopolitique de la guerre froide, où toutes les puissances occidentales ou soviétiques avaient tendance à vouloir soutenir des régimes pour ne pas que l'idéologie de l'autre camp vienne empiéter sur leur territoire. Ensuite, nous sommes tombés dans les années 90 où il y a eu le retour du multipartisme. Mais dans ce contexte-là, à cette période, on avait encore les reliques et les difficultés qui sont issues du parti unique. On a balbutié. On pouvait le comprendre, on a balbutié. Il y a eu aussi l'instrumentalisation du sujet identitaire. On a passé tout ça.
Dans les années 2000, normalement, tous les régimes issus des partis uniques ont été quand même, ils ont changé, ils ont été renversés. Donc, rien ne justifiait que la Côte d'Ivoire... 90, Pas au Cameroun, voilà. pas en Afrique Oui, centrale. au Cameroun. Vous oubliez l'Afrique centrale dans Le Cameroun l'histoire. est quand même le premier à avoir une alternance. Ah bon? L'administration administrative. Donc, on tombe dans les années 2000 ou aujourd'hui. Non, il faut aller dans les années 90, je crois. Oui, dans les années 90. Voilà, parce qu'il y a eu le multipartisme. Oui, Voilà. le multipartisme, on sortait Parce du que- multipartisme. Les gens n'avaient pas la culture. Là, on va pas faire tout l'historique parce que... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Normalement, rien ne devait justifier qu'il y ait de telles difficultés en Côte d'Ivoire à organiser une élection. Le président, en 2000, avait dit qu'il ne pouvait pas laisser le pays à ces gens-là, ces Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui, par la force des choses, a un sang étranger, un nom étranger, qui est de Un sang plus étranger. issu. Oui, son grand-père lui-même l'a dit. Il a dit, toutes mes soeurs sont Ouais, mais voilà. en l'occurrence, le peuplement de la Côte d'Ivoire s'est fait de façon Non, mais étrangère. laissez-moi finir mon raisonnement. Parce Donc, que nous quand avons vous la dites ça, chance, ça le devient autre chose PDCI après. a fait don du pays d'un candidat qui, normalement, devait faire l'unanimité. Il est musulman, l'autre avait dit qu'il était musulman venant du Nord, c'est pour ça qu'on appelle d'être président, il est musulman, il a un peu de sang étranger, il est même le petit-fils du père fondateur. Mais dans ce contexte-là, les gens trouvent quand même le moyen, des éléments de pouvoir créer une crise en faisant des exclusions alors que rien n'est justifié. Mais, justement, Et donc, vous ça avez m'amène beaucoup à parlé des de- raisons fondamentales qui font qu'on a ces difficultés-là en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est lié justement à la corruption, à la malgouvernance. Parce que quand les gens, et à leur façon eux-mêmes de gérer le pays, c'est-à-dire le président qui estime que quand il est arrivé, qu'il devait faire un rattrapage ethnique, ça veut dire que déjà il a des relents ethniques dans son subconscient. On change de sujet. Ensuite, complètement, il y a c'est eu ça. les nombreux détournements. Non, on ne et tout change ça. pas de Donc, sujet. les gens, C'est un ils sujet ont assez une vaste. vie de Non, presse, on ne change pas de ils ont sujet. une vie de Voilà. presse qui ne veulent pas lâcher et qui fait qu'aujourd'hui, ils créent de faux sujets. On est en train de débattre sur la CEI alors qu'il y a des sujets plus importants sur lesquels on doit se concentrer. C'est vous qui débattez Voilà. sur la CEI. Jamais. Non, oui, parce que vous estimez Non, mais que vous c'est êtes vous qui fort. débattez sur la CEI. Vous estimez Personne ne l'a dit cela. La CEI, elle a été mise en place de façon consensuelle. Mais je pense que c'est loin d'être consensuel lorsqu'on voit tous ceux qui sont en train de quitter la série. Chacun voit le problème de monsieur. Oui, mais lorsqu'on est plusieurs à quitter. À l'aune de ses intérêts. Dès qu'elle habite à contester. Je pense. Théophile Kouamouo, Je pense que s'il vous plaît, on ne peut pas tous parler en même temps. Théophile Kouamouo, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tentative d'exclusion d'un certain nombre de personnes et de la part de qui? Il y a une tentative, enfin, il y a une exclusion avérée de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro, parce que notre camarade parle Monsieur d'un Diaby. processus judiciaire, mais c'est un processus judiciaire tronqué. On a convoqué un jugement en Côte d'Ivoire des personnes qui étaient à La Haye envoyées par l'État de Côte d'Ivoire et on les a jugées par contumace. Je veux dire, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire les gens ont été embarqués Ouais. à la demande de l'État, sont en prison à La Haye, On les et pendant ce convoque. temps, on les juge par contumace au pays. Il ne faut pas prendre les enfants officiel. du bon Dieu pour des canards sauvages. Sauvages. C'est-à-dire que pour sortir de la crise, il faut que tout le monde soit à un niveau d'honnêteté minimal. C'est un processus à la fois judiciaire et politique. La justice en Côte d'Ivoire, et c'est pas une injure que de le faire, n'est pas indépendante, d'autant plus que la justice qui n'est pas indépendante, c'est le lot de nombreux pays africains francophones. Moi, je pense qu'il faut dépassionner les choses. Qu'est-ce que vous pensez du Sénégal alors? Quand vous dites cela qu'un pays francophone, la justice n'est pas indépendante. Au Sénégal même, il y a eu des problèmes avec le Conseil Non, non, constitutionnel. il y a Si vous voulez bien, on reste dans la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Sauf que justement, le peuple sénégalais a fait preuve d'une maturité. Peut-être que d'autres peuples d'Afrique francophone pourraient lui envier, notamment parce qu'il ne se laisse pas aussi aller aux dérives ethnicisantes qu'on peut voir en Côte d'Ivoire, mais encore plus au Cameroun et dans les autres pays d'Afrique centrale. Donc, il faut vraiment essayer de ne pas diaboliser les gens. Moi, je pense que... Donc pour vous, il y a exclusion d'un certain nombre de personnes. Il y a une tentative, la tentation de l'exclusion depuis la mort de Houphouët-Boigny est une récurrence dans la vie politique ivoirienne. Houphouët-Boigny n'a pas vraiment géré ça, mais depuis qu'il est mort, enfin bref, il n'avait pas tellement besoin de le gérer puisqu'il avait le parti unique, mais en tout cas dans sa praxis politique, c'était pas vraiment le truc qui revenait le plus, mais aujourd'hui, c'est vraiment le truc qui revient le plus, le refus Est-ce de que la vous concurrence. pensez qu'à la fin de cette histoire, il risque d'y avoir des violences pour cette exclusion, pour ces exclusions dont vous parlez? Ça dépend de la capacité du pouvoir à montrer assez de force pour faire peur à ses opposants. Et c'est ça la tragédie.
D'ailleurs, il y a la fameuse réplique « On vous attend, en tout cas, personne ne va sortir du pays cette fois-ci ». Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Qui c'est qui a dit ça? Ce sont les gens du RADP qui le disent, mais par le passé, quand l'opposition aussi, de par ses responsables aussi, appelle à la violence, il va falloir aussi que l'État, dans sa fonction régalienne aussi, apporte la réponse. Mais personne n'appelle à la violence. Monsieur Diaby, vous êtes d'un parti qui a cautionné, dont les cadres ont été dans une rébellion armée. Mais quand vous dites les cadres ont été dans une rébellion armée, les cadres dans une rébellion armée, mais après cette rébellion armée, elle est entrée de façon, je ne sais pas, normale dans un gouvernement. Elle est entrée dans ce gouvernement après la rébellion armée. Dans la République, non, après les accords. Donc vous ne pouvez pas dire que... Mais des accords faits à l'extérieur. Mais après vous voulez que ce soit fait où? Des accords faits à l'étranger. Mais c'est vous qui le faites pas. Quand vous le faites sur le match, je suis obligé de vous dire... On ne peut pas jouer les grands. Mais je suis obligé de vous faire comprendre aussi que quand il y a eu la crise, il y a eu des négociations. À partir de ces négociations, mais demain, M. Guillaume a été nommé Premier ministre. Les accords de Marcoussis. Et donc, tout est devenu normal. Donc, les accords je pense que nous avons là, s'il vous plaît, nous avons là la preuve qu'il y a une vraie tension et que malgré les années qui se sont écoulées, on en revient voilà, rien n'est même point, parce qu'il y a des finalement. gens qui n'arrivent pas à faire abstraction du passé, qui pensent que la Côte d'Ivoire doit toujours revenir 20 ou 30 ans en arrière. Mais est-ce que vous ne pouvez pas aussi poser la question de savoir si finalement le pouvoir en place a fait fi de tout cela? Parce que là, on vient de voir qu'il y a des tentatives d'exclusion d'un certain nombre de personnes. Quand on parle de Laurent Gbagbo, qui a été à la haie à la demande de l'État de Côte d'Ivoire et qu'on juge par contumace et condamne, je pense qu'il y a quand même de la part de l'État une démarche qui devrait être de dire il n'était pas là quand on l'a jugé et peut-être oublier cet épisode-là, non? On cesse de le dire pour Laurent Gbagbo. Oublier cet épisode. On cesse de le dire pour M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Et Guillaume Soro. Guillaume Soro. Je vais en venir au cas de Guillaume Soro. Je ne suis pas à son niveau, puisqu'on cristallise l'attention sur Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Il y a des mécanismes judiciaires qui sont mis en place. Il y a eu le dialogue politique. Il y a eu jusqu'à 5 phases. Et après, on nous dit il faut mettre en place un processus pour suivre ce dialogue politique. Il y a des mécanismes donc pour résoudre le problème de Laurent Gbagbo, soit par voie judiciaire, son parti politique qui est représenté à l'Assemblée à travers EDS pouvait faire une demande d'armistice auprès du chef de l'État. Ils n'ont jamais posé cette demande d'armistice. C'est de 1. De 2. Mais l'armistice a déjà été prononcé sur les faits en question. Non, mais je parle pour qu'il puisse être, c'est la grâce. La grâce. Une armistice, ça porte sur les faits, pour qu'il puisse être candidat, il aurait fallu que ce soit le président qui lui accorde une grâce. Et pourquoi le président ne le lui accorde pas aujourd'hui? Si vraiment on est dans un processus de dialogue. Il peut demander la grâce. Il y a une grâce qui a été accordée, mais une grâce bien géographiquement limitée. À Simone Gbagbo. Non, là, vous parlez de l'amnistie. Je parle de la grâce. Laurent Gbagbo a une grâce présidentielle. D'accord, donc c'est l'armistice qui permettra à M. Laurent Gbagbo de présenter... non, une grâce... Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Voilà. On parle de la décision du président de la République qui puisse permettre à M. Gbagbo d'être candidat. C'est ça que nous parlons. Oui, quand vous dites que l'opposition est ancrée dans le passé, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le président Alassane Ouattara de dire, bon ben voilà, on fait table rase de tout ce qui s'est passé dans ce dialogue national et vous êtes candidat, tout le monde est candidat et on repart et tout se joue dans les urnes. Est-ce que les choses ne seraient pas plus simples comme ça? C'est ce qu'on a envie de demander. Pourquoi on ne fait pas des élections avec l'ensemble des candidats, un audit de la liste électorale parce que tout le monde a y gagné? Je ne comprends pas ce que le gouvernement a à perdre de faire un audit de cette liste. Mais personne n'a à perdre. On fait un audit de la liste, on a une liste électorale correcte. Je ne sais pas où vous allez chercher vos 5 millions, mais les services de l'État donne 8,5 millions. Non, je parle sur la liste électorale. Je pense qu'on revient sur la question des listes. On va avancer un peu. Je parle de 2010. Les 5 millions, je parle de 2010. Oui, non, mais là, aujourd'hui, 2020, on est à 8,5 millions. On est à 8 millions, je suis d'accord. Voilà. Donc, les 5 000, c'était pour reprenons 2010. Qu'est-ce que c'est qu'une élection Alors, on peut ajouter paisible, inclusive, transparente.
une élection, une vraie élection. Des candidats qui ont l'occasion de dérouler et de s'affronter dans un débat public, une liste électorale correcte qui est le reflet réellement du corps électoral du pays. On en fait un audit et on sort une liste électorale. Je ne vois pas à qui ça pose problème, ni au gouvernement, ni aux partis d'opposition, ni à personne. Et ensuite, on refait par un dialogue politique une commission électorale indépendante qui soit vraiment consensuelle. Et là, on a des élections. Et je ne vois pas qui ça gêne. Soit le gouvernement est extrêmement fier et content et tranquille sur son bilan, et donc il va aux élections d'une façon confiante, quel que soit le candidat, et donc il n'y a pas de problème. Et puis les autres partis, le PDCI qui est le parti historique, le PPACI qui est évidemment pour ma part un excellent candidat, tous les candidats s'affrontent et les électeurs tranchent. C'est quand même assez simple, mais c'est très compliqué pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui rend ça si compliqué? Bon, pour moi, il n'y a rien de compliqué, hein, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça défie le bon sens, en fait. Je ne sais pas sur quoi Là, on est en train de se tirer, mais honnêtement, je ne sais pas sur quoi on se bat. Qu'est-ce qui nous sépare aujourd'hui? Nous aimons tous notre pays. On veut avoir une élection transparente. Si des gens estiment qu'il y a quelque chose à reprocher à la liste, ben asseyons-nous, discutons, et puis essayons d'enlever tout ce qui peut constituer des germes de conflit. Mais on est toujours, quand j'écoute mon frère du RHDP, on est toujours dans les mêmes façons de parler qui nous conduisent toujours au drame. C'est-à-dire, quand un au pouvoir, il se sent tellement fort et invincible qu'il se dit, bon, écoutez, c'est ça, sinon, la force régalienne est là pour maintenir l'ordre. Mais la force... Ça va pas. Voilà, on ne reste pas fort indéfiniment. À un moment donné, il faut passer à l'intérêt. J'ai écouté pas mal de gens. Je vais revenir. Ouais. J'ai écouté pas mal de personnes dire tant que les grands leaders dont vous avez parlé sont dans le jeu politique, il va y avoir beaucoup de mal à avoir la paix et l'organisation des élections apaisées dans ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, c'est déjà contre-faux. Parce qu'il y en a un qui est parti, malheureusement, qui a été rappelé à Dieu, le président Henri Konan Bédié. Mais les deux grands éléphants qui ont fait la politique ivoirienne depuis la mort d'Houphouët-Boigny, et même pendant, sont encore là. Est-ce que c'est eux le problème? C'est pas eux le problème, ils sont le symptôme du problème. Mais il est évident, pour être honnête et pour ne pas justement prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, qu'Alassane Ouattara ne peut pas laisser le pouvoir à Laurent Gbagbo dans un cadre démocratique. Laurent Gbagbo, il n'est pas sûr qu'il aurait laissé Alassane Ouattara au pouvoir dans un cadre démocratique. Dès lors que le venin de la guerre les a séparés, que des hectolitres de sang les ont séparés, le match retour de leur bataille, le match aller s'étant terminé par une guerre, le match retour pourrait aussi se terminer par une guerre. Donc effectivement, il est peut-être temps que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, n'en déplaise à mes deux camarades, s'en aillent et laissent des générations d'après qui ont moins de problèmes personnels continuer aller sur une autre phase. Nelson Mandela, il a fait son temps, il est parti. Les grands leaders africains ont fait leur temps et sont partis. 27 ans de prison. De toute façon, il ne faut pas non plus s'illusionner sur la capacité de renouvellement des générations. Les renouvellements des générations peut aider si on change de logiciel et si on va... Donc c'est pas quand j'entends Madame Nem qui dit voilà, mais le président Laurent Gbagbo aussi fait partie de ces anciens. Est-ce qu'il cède la place puisque... Nous venons de lister les problèmes, à savoir la commission électorale indépendante, la liste électorale, et puis tout d'un coup on dit c'est les candidats, c'est si les candidats n'étaient pas là, ça irait mieux. Mais si les candidats... C'est peut-être les symptômes comme il le dit. Mais ce n'est pas la liste électorale aujourd'hui pour qu'elle soit... crédible, qu'on puisse aller à des élections avec 8 millions de gens qui existent et pas 6 millions de faux électeurs. Pour vous, le principal souci, c'est la liste électorale. Et la commission, et le fait effectivement qu'on exclut. Si le président... Mme Nem empêche... Non, mais si... Non, mais parce que j'ai envie de réagir, non, mais je vous donne la parole. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, je suis tout à fait opposé à ce qu'ils sont en train de dire. Si les électeurs... Alors, elle va finir et je vais vous donner la parole. Si les électeurs ne veulent plus de Laurent Gbagbo, on fait des élections
et puis il n'aura pas la majorité des scrutins. La majorité des scrutins se portera sur les autres candidats qui seront soit un candidat PDCI, soit un candidat issu du RHDP, et je ne vois pas où est le problème. Donc le sujet, c'est bien de la capacité ou pas qu'a ce régime à organiser des élections. D'accord. Je vois que Madame du PPAC est moins loquace quand on parle de l'exclusion, enfin pas de l'exclusion, mais du retrait de Laurent Gbagbo et de M. Ouattara sur la course présidentielle. Et vous en pensez quoi? Le président Ouattara, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature. Et chaque fois qu'on lui pose la question, il dit « j'ai une demi-douzaine de personnes capables de me remplacer ». Ce n'est pas une réponse qui soit suffisante. Ce n'est pas une réponse en soi, mais c'est une réponse. Et ce que je constate, c'est que le PDCI se dédouane de cette histoire. En disant, oui, c'est des douanes, mais ce qu'ils oublient, c'est que l'ivoirité est de leur fait. C'est de leur fait, l'ivoirité. Oui, mais est-ce que c'est parce que c'est de leur fait qu'il faut recommencer? J'arrive. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Et quand on revient à la commission électorale indépendante, on n'en sort pas de cette commission électorale indépendante. Elle était composée de tous les partis politiques qui ont même envoyé leurs représentants à cette commission. C'est peut-être là le problème. Non, j'arrive. Bon, peut-être. Et toutes les décisions qui se prennent dans cette commission sont consensuelles. Ce n'est pas le président de la commission qui décide de... Je ne veux pas qu'on passe toute l'émission à parler de la commission électorale indépendante. Ensuite, j'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. Tous les partis en sont sortis, monsieur Déby. Et quand on arrive à la liste électorale, il faut qu'on fasse aussi preuve de bon sens. On a près de 8 millions d'électeurs. Bon, on va repartir sur la liste électorale et je pense qu'il va falloir gérer l'émission. Malheureusement, s'il vous plaît, je vais vous redonner la parole. Mais nous arrivons à la fin de la première partie de ce magazine. On se retrouve dans un court instant pour la seconde partie de Parlons vrai, consacrée aujourd'hui aux élections 2025 en Côte d'Ivoire. Rendez-vous juste après cette courte réclame. « 140 ans déjà. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, ils se réunissaient entre eux pour se partager l'immense gâteau. Ils se sont donné rendez-vous loin de chez nous, sans nous, pour se partager nos richesses, pour nous diviser au gré de leurs plans. 14 pays. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie et Suède-Norvège. Ainsi, pour s'approprier nos terres, nos minerais, nos sols et sous-sols, et nous-mêmes, ils nous divisaient, créant entre nous des frontières qui n'avaient de logique que leurs intérêts propres. C'était la conférence de Berlin qui allait définitivement changer le visage de l'Afrique, qui allait nous balkaniser, nous opposer pour mieux nous exploiter. Nous en avons hérité et avons accepté, malgré nous, l'intangibilité des frontières héritées de ce partage unique. Source évidente de nombreux conflits, de nombreuses divisions, de nombreuses guerres et tragédies. Mais l'heure n'est plus aux pleurnicheries. Le moment n'est plus aux seules dénonciations. Et si nous profitions de ce sinistre anniversaire, de cette année symbolique, pour conjurer le sort? Et si nous profitions de cette date qui, hasard de calendrier, coïncide avec la fin d'une ère dominée par ces grandes puissances pour prendre le large? Et si nous faisions de ce sinistre 140e anniversaire l'année zéro de la reconstruction, de l'unité de notre continent? Et si nous en faisions une opportunité pour repenser et transformer notre continent en profondeur, selon nos réalités et notre environnement? Le moment est propice. Souvenez-vous, les moments de grande crise peuvent également représenter des opportunités. Maintenant que le modèle à nous imposé a clairement montré ses limites et que ses initiateurs eux-mêmes sont occupés à essayer de trouver des solutions à leurs contradictions, Mansa se propose d'organiser une grande conférence panafricaine pour travailler tous ensemble à changer la donne en élaborant notre propre modèle. Celui qui nous convient, celui qui prend en compte nos particularismes, notre identité, nos liens séculaires, nos valeurs, nos richesses, notre immense marché. Mansa se propose de vous convier tous à cette réflexion, à cette transformation concrète de l'Afrique. Nous avons certes beaucoup souffert.
nous avons également beaucoup pleuré. Pensons à léguer quelque chose de concret, de viable, de puissant, d'hégémonique à notre jeunesse. Et ce patrimoine, cet héritage, plus positif, plus riche, plus inspirant, nous devons le construire et le mettre en œuvre maintenant, afin que les générations futures ne se souviennent plus, n'aient plus ce macabre rendez-vous de la conférence de Berlin comme référence, mais qu'ils aient en mémoire celle de Lomé comme le commencement de la transformation que nous appelons tous de nos voeux. En juin 2025, Mansa vous convie, jeunes, moins jeunes, étudiants, lycéens, scientifiques, artistes, professeurs, financiers, agriculteurs, entrepreneurs, miniers, légitimité traditionnelle à Lomé pour le plus grand rassemblement de réflexion sur la transformation de l'Afrique. Rendez-vous sur nos plateformes pour plus d'informations. Rejoignez-nous à Mansa afin qu'ensemble, nous travaillions à repenser, à transformer l'Afrique et inspirer le monde. En 1995, Henri Konan Bédié, successeur constitutionnel du président Félix Houphouët-Boigny, organise les premières élections présidentielles libres. Le scrutin est boycotté par l'opposition, notamment Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. On en sort avec des tensions profondes autour de la transparence électorale et du très controversé concept d'ivoirité. Ce scrutin, avec un faible taux de participation, va jeter les bases des divisions ethniques et politiques. 1999, le général Robert Gueye, qui a renversé le président Henri Konan Bédié et retouché la Constitution en y introduisant des restrictions sur l'éligibilité, le fameux concept du « et » et du « ou » qui va alimenter les tensions, qui va exclure Alassane Dramane Ouattara, va à son tour organiser des élections en 2000. Scrutin qui va à nouveau embraser la Côte d'Ivoire après que Laurent Gbagbo ait été déclaré vainqueur. Robert Gueye, qui conteste ces résultats, est forcé de quitter le pouvoir. Mais ces événements vont plonger la Côte d'Ivoire dans une période de violence, avec des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre. Ces crises vont laisser des traces profondes dans le paysage politique ivoirien. 2010, après une décennie de tensions, les élections sont organisées sous supervision internationale. La CEI, la Commission électorale indépendante, proclame Alassane Dramane Ouattara vainqueur. Mais le Conseil constitutionnel attribue la victoire au président Laurent Gbagbo. C'est le début de la guerre civile de 2010-2011. Bilan, plus de 3000 morts et l'intervention militaire française pour capturer le président Laurent Gbagbo et son épouse Simone Gbagbo. 2020, après la mort de son dauphin Amadou Gon Coulibaly, le président Alassane Dramane Ouattara se présente pour un troisième mandat très controversé. Le président Laurent Gbagbo et d'autres figures politiques ne peuvent se présenter suite à leur détention à la Cour pénale internationale. Ces élections sont émaillées de violence, plus de 80 morts, et des arrestations des figures de l'opposition et restrictions des libertés politiques. Autant d'événements qui ont exacerbé les divisions politiques et sociales, laissant des cicatrices profondes, durables sur le paysage démocratique du pays. 2025 enfin, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. À moins de 6 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la scène politique ivoirienne traverse à nouveau une période de turbulence marquée par des contestations autour de la commission électorale indépendante. Mais également l'exclusion de certains poids lourds de la politique ivoirienne. Faut-il craindre de nouvelles violences? La Côte d'Ivoire souffre-t-elle de ce que certains appellent déjà la malédiction des élections? Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de Parlons Vrai, la nouvelle tribune du débat d'Afro-Média, qui s'est donné pour mission d'évoquer, de parler, de débattre en toute liberté, sans tabou, de toutes les convulsions de notre planète. Un regard africain sans concession sur le monde. Plusieurs invités, acteurs et observateurs de l'actualité internationale et politique en Côte d'Ivoire sur ce plateau. D'abord, Madame Salomé Meyers-Nahem, représentante à Paris du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Notre second invité sur ce plateau consacré aux élections en Côte d'Ivoire est Tiekoura Diaby,
délégué du RHDP chargé de l'organisation et l'implantation des adhésions du parti au niveau de la diaspora. Le RHDP étant la coalition des partis au pouvoir en Côte d'Ivoire. Notre troisième invité est M. Oguinar Seya, membre du bureau politique de PDCI RDA. Jean-Paul Oro, journaliste à l'Intelligent en Côte d'Ivoire, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France, nous a rejoint dans cette seconde partie. Bonjour Jean-Paul Oro. Bonjour Alain Foucault de m'inviter. Alors dans la première partie, on a beaucoup parlé de la commission électorale indépendante, de la liste électorale. Je souhaiterais que nous parlions des candidats à ce coup-ci et de l'exclusion ou pas. Je sais que M. Seya trépignait à la fin de la première partie pour réagir à cette question de la retraite d'un certain nombre de candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Je me souviens, il y a quelques années, le président Alassane Dramane Ouattara disait « Quand on a 50 ans, on n'a pas assez de force. Quand on a 60 ans, et il suppliait les Ivoiriens de le laisser aller se reposer, de le laisser aller s'occuper de sa famille et de ses enfants et de ses petits-enfants. » Et puis il a remis ça. Et aujourd'hui encore, on a les mêmes tensions avec les mêmes personnes. Et un certain nombre de personnes se posent la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas mettre un certain nombre d'acteurs politiques de premier rang qui ont été là pendant les 30 dernières années à la retraite. Est-ce qu'on ne devrait pas les écarter pour renouveler au moins cette classe politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ça, je pense que c'est une vraie forte solution. Parce que ça s'est fait, ça s'est fait sous nos yeux. Il y a Tidiane Thiam qui n'a jamais fait la politique de manière comme acteur politique en Côte d'Ivoire qui est arrivé. Ça n'a pas empêché qu'on le traque partout. Et que même il a fallu aussi que le président Bédié décède pour qu'apparaisse une nouvelle figure. Ça nous montre au moins, ça a le mérite de nous montrer que même si le candidat est jeune, les gens trouveront quelque chose à dire. Blé Goudé, il n'est pas vieux. On l'exclut. Mamadou Koulibaly, m'habille-toi qu'en 2020, tous ceux qu'ils ont éliminés, ils n'étaient pas. Donc, le changement des acteurs ne changera pas la situation. Il y a une réflexion profonde qu'on doit mener sur les raisons fondamentales qui font que les gens ne veulent pas mettre un jeu démocratique en place. Et moi, j'ai mes réponses sur ce sujet. Oui, mais est-ce que c'est pas, un vrai... On va arriver à ça. Est-ce que ce n'est pas un vrai débat, celui de la retraite d'un certain nombre d'acteurs politiques ivoiriens, qui serait plutôt source de tension? C'est un vrai débat. Et puis, il faudrait, à mon sens, qu'on sorte des théories, des grandes théories. Il y a 3 personnalités qui sont des personnalités fortes, qui, à elles seules, concentraient, je dirais, les frustrations d'un certain nombre de populations. Donc, derrière ces personnes-là, se ralliait un certain nombre de populations qui estimaient que c'était les défenseurs, ou ce sont les défenseurs. Derrière Laurent Gbagbo se trouvent des populations qui estiment que c'est lui. Derrière Alassane Ouattara, c'est lui. Derrière, à l'époque, Henri Konan Bédié, c'était le cas. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié, le bon Dieu l'a rappelé à lui. Le cas Laurent Gbagbo, je me souviens en 2020, quand on lui pose cette question sur TV5 Monde, la question de sa retraite, pourtant lui-même auparavant avait dit qu'après 75 ans, il estimait qu'on n'avait plus la force physique et mentale pour diriger un pays, a dit clairement que non, lui, c'est pas à un système, à une loi de le mettre à la retraite comme un fonctionnaire ou un travailleur normal, mais qui revenait aux populations de le faire partie. Ça a été le cas d'Alassane Ouattara. Donc, au-delà des principes, je dirais des pétitions de principes, on arrive aujourd'hui à un stade où ces mêmes hommes qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas tenir au-delà d'un certain âge sont encore. Là, pas véritablement du pouvoir. Et c'est eux-mêmes qui l'avaient dit. Et c'est eux-mêmes. C'est là le danger. Et puis, il ne faut pas qu'on se trompe. Une partie je pourrais dire, de la malédiction des élections en Côte d'Ivoire, une partie incombe à ces personnalités-là. Ce sont eux. Mais le cas de Laurent Gbagbo, personnellement, je fais cette analyse aussi simple que je dis. Moi, je dis aujourd'hui, le combat de Laurent Gbagbo n'est pas lié véritablement à une volonté d'occuper le fauteuil présidentiel. Mais il a inscrit dans sa démarche après sa prison la question de la vérité historique sur les élections de 2010. Pour lui, il faut qu'on le dise. Mais est-ce que ça l'oblige à aller aux élections? Si ça peut être un schéma, un parcours qui a permis de savoir qui a gagné les élections en 2010 et permettre lui de laver son nom, parce que lui, Laurent Gbagbo, on ne dira pas dans ce pays qu'il a braqué une banque, que lui, c'est un voleur. Ça, il le refuse. Moi, je pense que ce schéma, ce combat pour la présidence est plutôt une attitude, une démarche pour que
la vérité historique de l'élection de 2010 soit dite. Parce que si on se souvient bien, sa première unique prise de parole à la CPI, c'était celle-ci. C'est celui qui n'a pas gagné les élections de 2010 qui a causé les troubles. Aujourd'hui, à la CPI où nous sommes, je suis prêt à aller jusqu'au bout parce que la raison, c'est de savoir qui a gagné les élections de 2010. Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a sémé les troubles. Et aujourd'hui, quand il revient, il dit clairement face à sa condamnation, je viens ici parce que moi, là, je ne suis pas... Mais est-ce que ça justifie d'être candidat à la présidentielle pour diriger un pays? Parce que là, vous êtes en train de parler de quelque chose qui serait du domaine de la... stratégique. Ça peut être une démarche stratégique. Je suis convaincu que le PPACI sera présent à l'élection de 2025. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, si Laurent Gbagbo n'est pas réhabilité pour pouvoir être sur les listes électorales, le PPACI ira aux élections et avec quel candidat? Alors, la solution B, c'est laquelle? Nous irons aux élections et nous irons aux élections avec notre candidat, celui qui est déclaré aujourd'hui et qui est effectivement Laurent Gbagbo. Là, c'est une réponse politique. Donc là, c'est une réponse politique. Ouais. Et si je peux réagir un peu à ce que disait le camarade Oro. Jean-Paul. Pour passer quelques séances de travail avec le président Laurent Gbagbo, je ne pense pas que l'analyse soit bonne. Il n'est pas dans une démarche, là, tout de suite, de restauration historique ou quoi. Non, il est dans un combat politique pour son pays, comme il a toujours été. Donc, il est. Mais est-ce qu'il a encore la force? Est-ce qu'il a encore la force, la santé pour pouvoir mener ce combat-là, être président de la République? Je crois que... Alors, moi, j'en suis intimement convaincu pour le côtoyer, avoir des séances de travail et surtout le voir. À Dabou, encore le week-end dernier, je crois que il a cette forme. On l'a connu plus fréquent quand même, non? Mais le président de la République, c'est pas marathon man. Hein, c'est pas uniquement. Vous n'êtes pas en train de faire le jogging et c'est pas voilà. Alors et dans la situation où est le pays, je pense qu'en effet, il vaut mieux des gens aguerris, avertis et qui ont une grande capacité de résistance aux hostilités. Là où il est aujourd'hui dans son combat, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises, s'il y a un multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est grâce à qui? C'est grâce à... On va pas revenir là-dessus parce que chacun va... S'il vous plaît, je voudrais que vous soyez un peu plus discipliné sur tout ça. Là, ma question est la suivante. Là, on parle de la partie retraite d'un certain nombre d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Monsieur Sia a dit, pour lui, c'est une fausse bonne solution. Monsieur Oro dit, pour lui, il faut mettre un certain nombre de personnes à la retraite. Là, votre champion, le président Alassane Dramane Ouattara, disait il y a quelques années, au même titre que Laurent Gbagbo, à un certain âge, on n'a plus la force pour diriger. Et il suppliait même ses militants de le laisser partir en retraite. Monsieur Diaby, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le président Alassane Dramane Ouattara doit être candidat? Est-ce que la solution de la retraite n'est finalement pas la meilleure pour tous, pour qu'enfin le jeu démocratique soit libéré avec un renouvellement de la classe politique? Merci, M. Foucault. Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Parce que souvenez-vous, en 2020, avant le décès malheureux de notre Premier ministre d'alors, M. Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, et vraiment, je salue sa mémoire. Le président de la République avait convoqué les deux chambres du Parlement et il avait adoubé M. Feu Amadou Gon Coulibaly comme son successeur. Mais Dieu voulant, il n'a pas pu. Sinon, le débat, la question que vous posez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas posée. Mais bon, maintenant, on est devant la réalité. Et après, quand il a dirigé ce pays avec maestria, comme on le connaît, avec tous les succès économiques que nous connaissons, quand vous allez aujourd'hui à Abidjan, vous êtes fiers de revenir en Côte d'Ivoire. Par rapport, comparativement... Je vais y arriver. Voilà, s'il vous plaît. Je vais y arriver. Parce que c'est très important aussi qu'on parle du bilan. Il faut faire plateau cocody, il ne faut pas aller partout non plus. Mais vous n'êtes pas allé au fond du pays. J'ai l'impression que vous restez uniquement... On va parler du bilan à un autre moment. Mais là, pour l'instant, répondez à la question parce que là, c'est très... Le président de la République, il l'a dit, vous allez me dire que c'est une réponse politique, il était libre de dire, depuis toujours, je serai candidat. Mais quand on vous lui posez la question... Bon, la technique, on la connaît quand même. Celle-là, on la connaît. On ne va pas nous la faire à tous les coups. Quand vous lui posez la question, il vous répond toujours que j'ai une demi-douzaine de personnes qui peuvent me représenter. Moi, je vous pose la question à vous. Monsieur Diaby, vous qui êtes du RHDP, est-ce que vous souhaitez que votre
quand votre président actuel se présente encore lorsqu'il a dit qu'à un certain âge, on n'a plus la force et qu'il souhaiterait aller s'occuper de sa famille et de ses enfants. Quel est votre souhait à vous? Mon avis personnel, c'est qu'il se représente. Bien, donc vous êtes pour qu'il soit candidat. Parce que, encore, je trouve qu'il a la force, l'expérience et les capacités cognitives nécessaires pour... Qu'il disait ne pas avoir déjà il y a quelque temps avant la mort de Amadou Don Coulibaly. Quand on regarde les changements géopolitiques qui ont lieu, dans la sous-région, avec, comme le disait tout à l'heure mon frère du PDCI, la résurgence de tous ces facteurs de géopolitique entre la France et puis différents acteurs, la région de coups d'État dans les différentes régions proches de la Côte d'Ivoire, le terrorisme et consorts, on se rend compte que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est la personne idéale pour mener... Mais M. Diaby, quand on entend ça, on se dit, ça veut dire c'est l'homme providentiel alors. C'est-à-dire que de tous les Ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un qui puisse assurer la pérennité de ce pays. Il n'y a que le président Alassane Dramane Ouattara. Houphouët-Boigny, c'est lui qui a amené le pays à ce niveau de croissance. Mais le président Houphouët-Boigny est mort et le pays a continué. Et on pensait déjà ça à l'époque. Mais dans un chaos indescriptible. Il a fallu que 2011, le président de la République arrive pour ramener le pays, pour faire renaître le pays de ses cendres. Et aujourd'hui, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la réalité, c'est factuel. 100 000 morts en 10 ans, mais franchement... Alors, on ne va pas tous parler en même temps. Franchement, on va pas parler tous en même temps. S'il vous plaît, c'est votre gouvernance, la rébellion, c'est parce que vous êtes incapable d'assurer la sécurité du pays. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de discipline, s'il vous plaît? Vous nous obligez à lever la voix. Je veux donner la parole maintenant à M. Seya. C'est incroyable. Alors, M. Seya, quand vous écoutez ça, qui vous dit, oui, je souhaiterais que ce soit le président Alassane Dramane Ouattara qui soit candidat à nouveau. Est-ce que vous pensez toujours que c'est la fausse bonne solution, la question de la retraite d'un certain nombre de leaders politiques en Côte d'Ivoire pour laisser le jeu s'ouvrir? Concernant la question de la retraite, dans le spectre politique, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Le problème du président Ouattara, c'est un problème de légalité, de respect de la loi. Ce n'est pas une question d'âge. Exactement. Expliquez. Voilà. Mais il cherche un 4e mandat. Que la Constitution lui donne. Ce que la Constitution n'autorise pas. La Constitution donne. Donc, mais quand cette Constitution permet à M. Laurent Bijari d'aller continuer. Attendez qu'il ait fini, puisque vous avez pris la parole pendant un bon moment. Concernant la question de la retraite, j'ai donné les arguments tout à l'heure, mais ce que ça cache qu'on ne perçoit pas souvent, parce que j'ai certains amis intellectuels qui discutent, non, il faut limiter les âges. Vous savez, le parcours politique chez nous, ce n'est pas comme ici, où Macron, il vient en 2 ans, il arrive à se hisser au pinacle de la République. Non, c'est un chemin qu'on parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est un chemin une longue bataille. Thiam a commencé à 62 ans, mais s'il n'est pas élu en 2025, il sera à 67 ans. Mais c'est la faute à qui? Donc, le temps de faire 2-3 fois, vous vous retrouvez déjà à 80 ans, on vous dit prenez votre retraite. Donc, c'est un chemin. Là, on vient de voir Mamadou Coulibaly, qui est une excellente personnalité, qui a été obligé de prendre sa retraite. Donc, c'est un long chemin. On ne peut pas dire aux gens de prendre leur retraite juste parce qu'ils ont accumulé des années. Pour vous, la question de l'âge n'est pas le débat. La question de l'âge n'est pas le débat. Pour le président Ouattara, c'est une question de légalité. Ensuite, en Côte d'Ivoire, les fondements même qui font que les gens n'arrivent pas à organiser l'élection, c'est qu'il faut écouter souvent entre les cadres du RIDP ils le disent de manière éloquente. En 2020, la ministre Kandia Camara, qu'est-ce qu'elle disait? Mais si on perd le pouvoir, monsieur le président, si vous n'êtes pas candidat, qu'on perd le pouvoir, qu'est-ce qu'on devient? On sera contraint à l'exil. Donc, quand des gens ont ça dans leur subconscient, c'est ce qui fait qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et ça sera quel que soit l'âge de l'acteur qui va les remplacer. Exactement. Ils veulent rester pour 50 ans jusqu'à la fin de leur jour, c'est tout. Rassurez-vous, il n'y a pas que là-bas que ça se passe. Dans mon pays aussi, c'est pire encore, au Cameroun. Monsieur Oro, pardon. Moi, quand j'entends M. Diaby dire que le président Alassane Ouattara a bien travaillé, il a fait ceci, ça mérite de rester, franchement, on a envie de lui dire, allez, monsieur, mourrez au pouvoir. Il n'y a pas d'alternance parce que vous travaillez bien. Ce n'est pas ça la question. Dans un pays, quand on établit des règles, c'est pour les respecter. Mais moi, je pense que le président Alassane Ouattara, quand il arrive au pouvoir, les choses sont claires dans la tête. En 2016, il envoie une nouvelle constitution qui nous amène à une 3e république où il se débrouille pour faire que
quand il est président, dans la constitution précédente, le président de la République est le président de tous les Ivoiriens, donc pas président d'un parti politique. Alors, le président Alassane Ouattara fait de sorte que le président de la République peut être président d'un parti politique. Donc, du coup, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le fonctionnement et la gestion de l'État se confondent au fonctionnement et à la gestion du RHDP. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est dans un parti-État. Quand on est dans ce type de situation, ça pose la question, je pourrais dire, de l'ascension sociale, du développement individuel et personnel. Parce que les gens qui sont dans l'administration, qui ont envie d'avancer, certainement, ils sont contraints de s'adosser aux partis politiques, ou bien s'ils n'y sont pas, ils vont partir, ils vont perdre leur poste. On se souvient de cette fameuse phrase. Si tu n'es pas au RHDP, libère le tabouret. Et à côté de ça, il y a la fameuse question, comme il dit, c'est ça cette question dans notre pays, c'est en fonction de notre parti politique. Moi, je me souviens de cette fameuse constitution de 2016 qui a libéré, qui a fait sauter le verrou de l'âge. Le président Henri Konan Bédié et ses soutiens ont applaudi parce que ça permettait à Henri Konan Bédié en 2020 d'être candidat. Ça ne me surprend pas quand un partisan du BDCI dit non, ça ne pose pas de problème, ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Parce que la Constitution permettait qu'Henri Konan Bédié soit candidat. En réalité, c'est ça le problème en Côte d'Ivoire. On regarde la loi, on l'interprète selon les ambitions de nos champions. Et voilà pourquoi moi j'ai dit, ces différents champions-là, qui ont été à la base de certaines crises, comme on l'a connu en 95, on l'a connu en 2000, on l'a connu en 2010. En 2015, il n'y avait pas d'enjeu, Ouattara était en roue libre. En 2020, c'est tellement les choses, les mêmes ingrédients de 2010 sont en train de se présenter aujourd'hui. Il y a des vraies raisons de dire qu'il faut qu'on s'asseye. Est-ce que ce n'est pas la preuve même, Madame Nahem, est-ce que ce n'est pas la preuve même que la fameuse réconciliation dont on a parlé depuis toutes ces années a échoué? Parce que quand on vous écoute ici tous, on se rend compte que on pourrait revenir 10 ans en arrière, ce serait pareil. En effet, on n'a pas beaucoup avancé. En effet, on n'a pas beaucoup évolué. Les mêmes ingrédients sont toujours présents, malheureusement. Et encore une fois, moi j'insiste parce que c'est vraiment ma conviction profonde, le problème de fond qu'il faut tous ensemble regarder, quel que soit le parti, RHDP, PDCI, FPI, PPACI, il faut admettre de donner la parole au peuple. Le seul arbitre et le seul qui tranche dans des élections, ce sont les électeurs. Donc si on considère que vous avez fait votre temps, que vous êtes trop âgé, que vous êtes trop ceci, que vous n'êtes pas assez cela, eh bien les urnes diront et les électeurs se prononceront effectivement en choisissant celui qui semble... En ne votant pas pour vous. Voilà, donc et malheureusement, la malédiction, pour moi, il n'y a pas de malédiction, mais il y a des intérêts bien concrets. On commence à le penser. Quand on regarde la répétition dans l'histoire... Mais la répétition vient du fait que, encore une fois, on ne veut pas que ce soit le peuple qui tranche. Il y a trop à perdre. On est dans un système de... Il faut quand même dire... Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose, Monsieur Céa, qui a pointé du doigt le fait que la plupart des gens ont peur de vivre en exil. C'est-à-dire le traumatisme de 2010 est encore là. Et chacun se dit, si le pouvoir s'en va, je risque de me retrouver au Ghana, je risque de me retrouver au Canada. Monsieur Diaby. Après 2010, toutes les personnes qui étaient au Ghana, la majorité est rentrée. Comme le Goudé. J'arrive. La majorité est rentrée au pays. M. Katila même a bien repris sa place à la fonction publique. Il y a bien d'autres personnes qui sont rentrées au-delà de M. Laurent Gbagbo. Oui, mais dans le même temps, les gens sont allés en exil et c'est ce qui est déjà très, très mauvais. Monsieur Picasso aussi, j'arrive. 20 ans de prison. C'est parce qu'il y a bien eu un dialogue. C'est parce qu'il y a bien eu un président qui a bien voulu pardonner, qui ne regardait pas dans le rétroviseur, qui se dit, je suis venu avec un programme pour développer mon pays. Je suis venu avec un programme pour mettre mon pays à un niveau tel qu'on puisse dire, le jour que je pars, le pays est devenu émergent. Ça, c'est le programme. Mais là, ceux qui vivent dans le passé, qui ressassent le passé, qui passent de match retour, non, on ne passe pas un match retour. On pense comment est-ce que
le niveau de développement auquel le pays est arrivé, avec le nouveau programme national de développement qui va être mis en place de 2025 à 2030, comment est-ce que le pays peut franchir ce cap? Mais moi, j'ai envie toujours de poser la question. Quand je vous écoute, j'ai envie toujours de poser la question de savoir, pour vous, je ne lui souhaite pas. Croyez-moi, du fond du cœur, je ne lui souhaite pas. Si le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour vous, la Côte d'Ivoire va aller en flammes. Il y a un vice-président. Il y a un vice-président sur le On est en monarchie, là. Ce que vous décrivez, c'est une monarchie. C'est pas une monarchie, il y a un vice-président. C'est une monarchie, puisque vous dites, il y a quelqu'un qui est presque élu de Dieu, et que s'il s'en va, le pays sombre. Non, mais ce que vous dites, c'est ça. Non, je n'ai pas dit que le pays sombre. Mais on parle de projection politique. Vous m'avez posé la question de savoir quel est le candidat que je souhaiterais. Je vous ai dit que c'est le président de la République que je souhaite. Non, c'est le développement ensuite qui fait dire que non, il n'y a que lui qui puisse développer. Je vous ai parlé de plan national de développement. Et depuis que le président est arrivé au pouvoir, chaque 5 ans, il y a un plan national de développement qui, à 360 degrés, regarde le pays dans toutes ses facettes et dans toutes ses dimensions, dans toute sa structuration. Et on impulse un développement. La bataille peut-être n'est pas seule. Je crois que la bataille n'est peut-être pas, et c'est là où je pense qu'il y a un souci, la bataille n'est peut-être pas celle que de ce qu'il a fait. Il a fait, ok. Allons-y sur le fait qu'il ait bien fait. Mais laissez les le gens fait voter. qu'il ait bien fait qu'il ne puisse pas partir. Je vous ai jamais dit cela, monsieur. C'est ce que vous dites. Je vous ai dit que je souhaite qu'il soit candidat. Je ne vous ai pas dit, et en même temps, je vous ai dit que dans ses discours, dans ses réponses, il dit j'ai une demi-douzaine de personnes qui peuvent me représenter. Bien. Et ensuite, quand vous regardez la nomenclature. le représenter, lui, j'arrive. pas le Quand programme. vous regardez la nomenclature de l'exécutif ivoirien, il y a un président et il y a un vice-président. Donc s'il C'est n'est aussi pas là, clair. le vice-président va peut faire continuer. l'affaire. Ok. Maintenant, s'il choisit quelqu'un d'autre, tant mieux. Dans tous les cas, soyez rassurés de quelque chose. Le RHDP est en ordre de bataille. Le RHDP est un parti discipliné. C'est un parti qui fait On le voit, hein, on voit qui par fait la ses force c'est de un la parti défense. qui fait ses devoirs. Et quand je dis qu'il fait ses devoirs, il fait ses devoirs dans tous les sens. On se remet en cause, on voit ce qui ne va pas, on voit ce qu'il faut changer. Et le président est cette logique. Il nous inculque cette mentalité-là de travailleur. Donc ceux qui ne sont pas dans cette logique, qui pensent qu'il y a des faits extra-logiques qui peuvent venir les aider à être candidats ou accéder à la primature, au pouvoir, ils se trompent, ils se leurrent. Allons aux élections. Sans Gbagbo. Alors faites le travail sur la liste électorale. Sans Gbagbo, il y a d'autres candidats. La liste est dont vous parlez, madame. 8 le travail. millions de On personnes, va pas M. revenir sur la Foucault. liste. Là, on est reparti sur la liste électorale auquel on a consacré 30 minutes. Monsieur CA. Même quand le contradicteur du RHDP essaie d'avoir une petite ouverture d'esprit sur l'éventualité d'un départ du président, il laisse à ce dernier le soin de choisir qui va venir en fait. Parce que c'est la confusion. Ça veut dire que dans leur esprit, la tendance de manière démocratique où on laisse les militants, le peuple choisir, ça n'existe pas. Mais c'est la Constitution qui ne lui donne cette opportunité. Non, mais là, on parlait d'élection. On parlait du parlait C'est lui qui fait le casting de la demi-douzaine de celui que lui juge. C'est en interne. Oui, même en interne. Pour l'instant, il a la parole, monsieur Diaby. Pour l'instant, il a la parole. Le RHDP, c'est une structure morale. Il y a des militants qui ont des statuts et règles. C'est pas lui, comme il a fait en 2020, soulever la main de Gouin pour dire c'est lui qui est le nouveau roi. Mais encore la gestion interne du RHDP vous intéresse. C'est pour montrer qu'en fait, Mais encore ça vous intéresse. C'est un exemple de démocratie. c'est une structure qui bénéficie de fonds. C'est un exemple de démocratie. Pareil pour le PDC, puisque la politique Moi, je pense qu'on va avoir du mal à aller au bout du débat si tout le monde parle Vous n'êtes en même même pas temps. disposé à ouvrir, à s'ouvrir. Là, quand vous parlez de plan de développement, dites que c'est le plan de développement du RHDP. Rien ne prouve que c'est le meilleur. Parce que les routes qui se Rien font ne là, prouve qu'ils ont vous tout voulez pas pensé là-dessus. et qu'ailleurs, il y a d'autres personnes qui peuvent penser mieux. Mais dans votre esprit, c'est le RHDP. Qui fait tout et il n'y a aucune possibilité de laisser une éventualité d'une alternance. C'est ce qui met le pays en danger en fait. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous laisse cette possibilité alors que nous Parce que c'est le peuple qui décide. Oui, mais le peuple décide. Allons aux élections en 2025, le peuple décidera. Donc arrêtez de vous faire des films en fait. Et comme le disait Salomé tout à l'heure, il faut qu'on donne la parole au peuple. Bon, moi j'ai un problème avec cette notion du peuple-là. Je ne sais pas qui est le peuple, qui ne l'est pas. Exactement. Parce que pendant que... Ceux qui sont inscrits sur la liste. Si vous voulez bien laisser pour une Les fois quelqu'un citoyens. aller au bout de son développement, Les parce que vous citoyens. ce interrompez qui à me- tous les coups. ce qui me Vas-y, plaît allez-y. chez Diaby, en dehors des plateaux de télé, il est très adorable. C'est quelqu'un il est adorable. Je ne sais pas Mais pourquoi. Madame Naïm n'est pas mal non plus. Moi, hein. mais bon, Or, sur le plateau de télé, c'est une autre personnalité. Donc la question de donner la parole au peuple, c'est ce qu'elle appelle la question du vote. Le vote,
Quand on parle de démocratie, Saint-Simon disait la démocratie, c'est la traduction quantitative de l'égale dignité de chaque citoyen devant la loi. C'est ça le vote. Or, qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi. Ça pose la question de la liste électorale. Je me permets d'y revenir. Peut-être que je n'ai pas participé au débat à la première partie. Mais ça, il faut qu'on règle ça. C'est simple. On n'a pas besoin de chipoter, rentrer dans des chicayas pour une liste électorale. Au Sénégal, ils l'ont fait. Ils ont fait l'audit de la liste électorale. Je crois qu'au Bénin, ils l'ont fait. Au Bénin aussi. Ça coûte combien? Puis on fait, et puis l'affaire est finie. Pour vous, quelle est la raison pour laquelle on ne la fait pas? Chacun, il y a... Cette liste électorale, il y a à manger et à boire dedans pour chacun. M. Diaby disait tantôt, les frauduleux, les 5 millions datent de 2010. Bon, ils datent de 2010. On dit en 2025, là, on n'a qu'à les enlever. Ce n'est pas parce qu'en 2010, ils ont permis à élire ou bien à faire élire des cadres du PPAC antécédemment FPI, qu'on ne va pas les enlever. Si aujourd'hui, on dit que ceux-là, ces 5 millions qui étaient en 2010, là, retirons-les parce que leur inscription est frauduleuse ou irrégulière. On peut le faire. Et ça, tant qu'on ne sont pas arrivés dans ce pays. On en avait parlé déjà dans la première partie, et c'était la réaction, c'était la proposition de M. Séa qui disait repartons au départ et mettons tout ça à plat aujourd'hui. C'est la seule question qui va vraiment... Alors, nous sommes aujourd'hui quasiment au mois de mai. Fin avril, mois de mai. Donc, à très peu de temps des élections. Aujourd'hui, on sent que la tension est à son comble. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour en sortir, très concrètement, pour que le climat s'apaise et qu'on entre dans une campagne qui ne ressemble pas aux précédentes qui ont abouti au sang? Sur cet aspect, moi j'aime reprendre une des phrases d'un de mes amis, David Gankouzi, qui dit « C'est parce que les hommes ont arrêté de se parler qu'ils se sont mis à s'entretuer. » Dans notre pays, c'est parce que nous, à un moment, nous sommes arrêtés de nous parler que nous nous sommes mis à nous entretuer. Ça coûte quoi de nous parler? Il y a eu le 5e dialogue politique qui s'est arrêté. Depuis lors, il n'y a pas de suite. Soit on continue, le gouvernement s'assoit avec ses partis d'opposition, les sociétés civiles qui se mettent en place, et puis on voit ce qui s'est passé lors du dialogue politique. Mais il faut que les gens se parlent. Quand ils se parlent pour régler la question du vote, pour régler la question au-delà de la liste électorale, il y a la question primordiale de la citoyenneté ivoirienne. Parce qu'on entend rigoler, hein. Hier, c'était Alassane Ouattara, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, on entend dire ça de Tidjane Thiam. Il y a des militants du RHDP qui disent que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Celui que je me permets, il n'est pas ivoirien. Il y a des gens qui vont... Si, on a quand même pas mal entendu ça, hein. Beaucoup de nos compatriotes n'ont même pas leur carte d'identité. On peut répondre à cette assertion. Beaucoup de nos compatriotes n'ont même pas leur carte d'identité. Madame Naïm, si tout le monde parle, on ne peut pas s'entendre. La question de la citoyenneté en Côte d'Ivoire, tant qu'elle n'est pas réglée, tant qu'on ne pense pas la régler honnêtement, pas sur des ambitions, sur des questions électoralistes, ces situations, chaque fois à la veille des élections, on va toujours aller à des tensions. Mais comment on résout ce problème de nationalité, définitivement? En étant honnête, en déposant, en ouvrant je dirais les cahiers de rancune, les cahiers de marché. Et puis on s'assoit, on dit bon. C'est pas une approche judicieuse. Là, je crois pas. Il y a un code de nationalité en Côte d'Ivoire. C'est comme si on disait que la Côte d'Ivoire est un fourre-tout où tout le monde peut venir faire ce qu'il veut. Je suis désolé. Mais non, on dit le contraire. J'arrive. Personne ne dénie à M. Thiam sa nationalité. Il ne faut pas confondre. Mais bon, on a beaucoup entendu ça, quand même. On a beaucoup entendu ça. Même au sein du PDC. M. Thiam, quand il était ministre de M. Feu Bédier, sa sœur Nana Yamousso, elle l'a dit dans une interview, on lui a refusé sa carte nationale d'identité sous prétexte qu'elle était sénégalaise. Mais son frère était au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Le président de la République, quand il est venu, il a revu le code électoral pour que... Le code de nationalité ou le code électoral? J'arrive. Le code électoral... Il y a une fixation aussi sur ce plateau, sur le code électoral. Pour être candidat, on a enlevé le « et », on a mis le « ou », pour être plus juste. Fameux concept. Voilà, pour que tout le monde puisse être candidat. Ah, monsieur Candidat Thiam, à quoi?
à l'élection présidentielle. Non. J'arrive. Oh, ben Ouais, si, c'est monsieur, pas vous ça. n'allez pas me dire c'est faux. Vous n'allez pas me dire c'est faux, je suis désolé. Allez-y. Maintenant, monsieur Thiam, il a. Bon, vous voyez, je ne veux pas dire qu'il s'est privé de notre nationalité, mais il a été français de façon volontaire. Mais le code de nationalité dit, pour être président à la présidentielle ivoirienne, il faut avoir renoncé à cette double nationalité. Et en ce moment-là, pour être candidat, il a déposé ses dossiers. On lui a retiré la nationalité française. Il allait s'inscrire sur une liste électorale. La CEI ne l'a pas radié de la liste électorale. Maintenant, je reviens. Si... La CEI ne va pas agrandir la liste électorale, c'est ça? Non, ne l'a pas retiré. Ne l'a pas retiré. Retiré de la liste électorale. C'est-à-dire qu'il est toujours électeur. Donc, ça veut dire que pour être électeur, il faut être citoyen ivoirien. Personne ne lui dénie cela. Maintenant, s'il y a des citoyens qui estiment qu'il y a un contentieux avec M. Thiam, ils peuvent porter le problème devant la justice. Et quand on parle du refus de la nationalité, la justice a bien argumenté. La justice a dit, comme il y a des recours contre vous, votre certificat de nationalité, on suspend la délivrance en entendant que ce recours-là soit vidé. On est dans le n'importe Vous quoi. comprenez? Après, maintenant, on va tomber dans une histoire de la justice n'est pas indépendante, la justice n'est pas de cela. Moi, je ne rentre pas dans ce cas de figure. Mais bon, Après, vous voyez quand même que c'est un peu gros. c'est le juge, non, c'est pas du tout. C'est quand même un peu gros. C'est le juge constitutionnel après qui décidera de ce qui sera. Je ne peux pas en préjuger. Mais je C'est-à-dire sais. que n'importe quel individu, je suis en train de passer, me dit, je vous soupçonne de ne pas être ivoirien, on n'a pas encore fait la preuve et on me dénie mon certificat de nationalité. Oui. Alors que le certificat de nationalité, c'est l'élément qui prouve que je suis ivoirien. C'est ça. Mais il a déjà Donc, on n'a pas encore fait la preuve, mais on refuse de certificat de déjà eu nationalité. le certificat de nationalité. Oui, non, c'était pour... Non, il a déjà eu le certificat de nationalité. Quand vous avez parlé, M. Foucault, vous avez parlé de mettre à plat la question identitaire, je pense que la question identitaire, c'est un instrument que les gens choisissent pour pouvoir s'accrocher dans ce pays-là. Qui de sérieux peut croire que le petit-fils d'Oufoué, ou Oufoué lui-même a dit de sa propre bouche que je n'ai pour héritier que Thiam. Que Thiam, qui est là, ma cousine a eu du sang étranger, grâce au sang étranger, j'ai pu avoir un héritier, c'est Thiam. Comment quelqu'un peut s'appeler Rassemblement des Oufouettistes et venir dire que ce monsieur-là, on doit le rendre apatride parce on lui aurait attribué une nationalité française après ce brillant parcours à Polytechnique. Sortez une décision de justice qui le dit. Il n'y a aucune décision de justice. Ils trouvent toujours un élément pour continuer toujours dans cette même logique de s'accrocher. Vous aurez enlevé Thiam, vous amenez une autre personne, ils trouveront un autre élément. Donc il faut aller dans le fond du sujet en fait. Moi, je pense que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de vivre ce qu'il a vécu dans le passé. Hein. Mais on fait comme... Et le ou, le fameux concept du et du Monsieur ou. Diaby est en train de me dire qu'on a enlevé le et pour mettre le ou. Mais bon, ça là, je ne sais pas où il a tiré ça. Pour être candidat à présidentiel, il faut être exclusivement ivoirien. Non, Voilà la vraie. Quand le et, c'était de père et de mère. Maintenant, de père ou de mère. Vous savez tout cela, monsieur. Oui, je Mais sais. après, maintenant, après j'ai explicité, je vous ai dit. Moi, je briguer Monsieur Diaby, voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais tantôt, mais vous êtes retombé là-dessus. La question de la citoyenneté. Aujourd'hui, il vient d'évoquer un cas, mais qui est d'une hérésie. Je ne sais pas si c'est plus du judiciaire, mais je n'ai jamais vu ça dans le monde. C'est-à-dire, un citoyen demande qu'on lui délivre un certificat de nationalité. Et il y a une juge qui est censée lui délivrer qui dit, bon, comme il y a une affaire en cours contre toi là, on va entendre qu'il y a une décision avant que je vois si je te délivre ton certificat de nationalité ou pas. Pendant ce temps, il y a quelques semaines, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dit clairement que tout citoyen où il n'y a pas une décision de justice en son encontre, s'il demande ces documents, donnez-lui. Et il y a la juge de premier instance du tribunal d'Abidjan qui dit non, comme il y a une affaire en cours, on dit non. Bon, tout ça là, ça participe, moi je dis, du malsain jeu politique en Côte d'Ivoire. Oui, C'est exactement. malsain parce que on pense que c'est de bonne guerre, mais en réalité, ce n'est pas de bonne guerre. Parce que ça peut entraîner des situations de frustration qui peuvent être des sources de convulsion dans ce pays où des plaies sont encore ouvertes. Nous, on fait comme si quelquefois qu'on est au pouvoir. Non, on va gérer, on va utiliser les moyens de la Côte d'Ivoire avec l'État de Côte d'Ivoire, son pouvoir régalien, on va gérer ça. Quelquefois, pouvoir régalien, on appelle ça répression.
Je ne pense pas qu'il y ait J'ai dit moins de répression en Côte d'Ivoire que ces 30 dernières années. On appelle ça Mais répression. vous plaisantez ou quoi, Le PDCI Vous plaisantez, c'est une mauvaise le PDCI plaisanterie. est allé manifester devant le tribunal de première instance de Côte d'Ivoire avec ses députés et ses militants. Ils n'ont pas été chassés. Je suis désolé. C'est factuel. Nous avons Mais est-ce que plus ça d'une vous dérange dizaine de pas camarades cadres du PPACI soit emprisonnés Ouais, mais actuellement, après, soit carrément condamnés. Après, quand des Des gens... cadres quand des gens... politiques. Quand des gens... Je sais où vous voulez en venir, mais quand des cadres du PPACI sont inculpés, ou bien, je sais pas, inculpés de participation comment on appelle, à l'alternative de déstabilisation Ce sont des accusations qui n'ont pas été démontrées. C'est en justice. Voilà. C'est pas un Ce fou. sont des C'est accusations généralement qui n'ont pas été fourre-tout, hein. démontrées. C'est généralement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange, Voilà. M. Diaby, Oui. lorsque quelqu'un dit, puisqu'il y a une plainte contre vous quelque part, Oui. je suspends la procédure pour vous donner votre nationalité en attendant qu'on vide le dossier là-haut, pour lui donner son certificat de nationalité. Et s'il y a quelque chose qui est reproché à cela plus tard, on la lui retire. D'accord, je suis d'accord avec vous. Vous êtes dans cette logique. Déjà, Surtout qu'il y a un ministre qui l'a dit quelques semaines plus tôt. Après, je n'ai pas entendu le ministre le dire. C'est M. Roux qui le dit. Si, si. Il est bien de ce qu'il dit. Si, si. Il y a eu un Bon, communiqué maintenant, qui l'a donné. monsieur Thiam bénéficie déjà d'un certificat de nationalité. Il a déjà un certificat de nationalité ivoirienne. Ah bon? Vous avez dans ses affaires. Merci, puisque maintenant, vous voyez, c'est la mauvaise foi dont vous faites preuve là souvent qui m'exaspère. Non, mais... J'ai lu la déclaration du PDCI en ce qui concerne la candidature de M. Thiam à la Convention. La liste des pièces à fournir. À l'intérieur, il y a un certificat de nationalité ivoirienne. Et alors? Mais pourquoi vous dites qu'on lui dénie sa nationalité? Non, mais... Maintenant, le juge dit simplement, pour ne pas... Dans qu'on son aille dossier encore- de candidature. Oui, à la Convention, il y a un certificat de Oui, nationalité. mais je veux dire, dans son dossier de candidature à la présidentielle, Non, on arrive. Je ne sais pas pourquoi qu'elle a fait encore une nouvelle demande de certificat Là, vous de demandez de votre choses. avis pour faire une demande de cette Mais nationalité. non, dis-moi pas notre avis. Maintenant, la demande qu'il fait. Maintenant, le juge dit, Monsieur Thiam, vous avez déjà un certificat de nationalité, mais la nouvelle demande que vous faites, il y a un contentieux entre vous et une autre personne. Attendons de vider le contentieux. Et après, on donne votre mais bon, reconnaissez que c'est un peu gros. C'est aussi simple que ça. Reconnaissez que c'est un peu gros. Mais moi, Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, quand moi, même, hein. moi j'ai des Ivoiriens sur ce plateau qui regardent leur pays que nous aimons tous et qui est une vitrine de l'Afrique francophone qui s'avance vers des élections et tout le monde est un peu inquiet en regardant ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochaines semaines pour que la tension baisse un peu? Là, je pose la question aux journalistes qui regardent tout ça qui n'est pas acteur. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, de part et d'autre, hein? De part et d'autre, de l'opposition comme du parti au pouvoir, c'est de créer un cadre pour qu'ils puissent se parler. Moi, la dernière fois, j'ai eu l'occasion, il y a eu des élections au Gabon, de parler avec un représentant du candidat qui est maintenant président Oligui. Il dit, mais c'est lui des rares fois, mais c'est la rare fois que le Gabon organise des élections, il n'y a pas de violence. De violence, de contestation des résultats. Il dit, nous avons fait deux choses. D'abord, avant le référendum, nous nous sommes assis, nous avons parlé. Et après, il y a eu le dialogue national. Nous nous sommes assis, nous nous sommes parlé. Ça là, ça a plani beaucoup de choses. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette élection n'a pas eu de contestation. Je pense que c'est ce qu'il faut pour notre pays. Notre pays doit faire... Oui, mais vous parlez depuis tellement longtemps, Oui. et on a le sentiment que vous ne vous avez pas parlé. Non, Ça fait des années, on parle pour parler des dialogues. Des dialogues, je me souviens. Souvent, on se parle chacun derrière... Très souvent, on s'est parlé, mais derrière des murs. Chacun derrière ses murs avec ses convictions. De temps en temps, on lâche quelques... Je me souviens, on ne devrait pas parler de lui puisqu'il n'est plus là. Je me souviens d'une conversation avec le feu Charles Konambani, qui était chargé de ce dialogue, justement, Ouais, qui disait ouais. il n'y a vraiment pas de dialogue, au fond. Non.
En fait, tout le monde fait semblant. Chacun fait semblant. Ils sont tous derrière des murs et puis on se lance quelques compromissions, bien quelques compromis, tout en essayant de garder chacun, quand il est au pouvoir, de garder ses acquis. Quand il est dans l'opposition, il fait cette chose. La seule chose qui peut sauver, si je peux permettre l'expression, c'est qu'il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire fasse l'économie d'un débat politique national. En tout cas, elle doit faire l'économie d'une nouvelle tension parce qu'elle a fait beaucoup de mal et elle a duré trop longtemps à Côte d'Ivoire, une dizaine d'années. Et le pays a beaucoup traîné, le pays a souffert, beaucoup de gens ont disparu. Peut-être qu'il faudrait que vous vous organisiez pour que cela n'arrive pas encore. Ce serait quand même dramatique pour ce qui est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest et la vitrine de l'Afrique francophone. Peut-être vous devrez en prendre conscience. Merci à vous d'être venu en débattre ici. Merci de nous avoir reçus. Merci à votre disposition pour d'autres débats. Merci. Parlons vrai, c'est fini pour aujourd'hui. Sébastien Faye, Aïna Thiam, Maurice Koné, Audrey Adou et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous sur Infomédia pour suivre nos nombreux programmes. Restez donc connectés sur les plateformes Infomédia qui vous proposent un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À très vite.